À 3 heures du matin, le 2 février 1502, des cris féminins résonnèrent dans les couloirs du château Estance. Ce n'étaient pas des cris de douleur, ni de désespoir. C'étaient des sons qui feraient baisser le regard aux gardes et échanger des regards complices aux diplomates présents, sachant qu'ils assistaient à l'exécution du protocole sexuel le plus secret et politiquement létal de l'histoire européenne. En cette aube glaciale, tandis que Ferrare dormait sous une lune sanglante, quelque chose se produisit dans les appartements ducals qui changerait à jamais les règles du jeu politique de la Renaissance. Un événement si intime et en même temps si stratégique que sa documentation officielle resta secrète absolue pendant 5 siècles. Un secret qui, une fois révélé, expliquerait comment une femme de 22 ans parvint à transformer sa propre sexualité en l'arme géopolitique la plus dévastatrice de son époque. Imaginez une alcôve royale où chaque gémissement, chaque soupir, chaque moment de plaisir est méticuleusement calculé comme une monnaie diplomatique, où le corps féminin se convertit en instrument de guerre politique, où la consommation matrimoniale s'exécute comme un rituel de pouvoir capable de renverser des empires et d'ériger des dynasties. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas seulement la vérité derrière la nuit de noces la plus scandaleuse de la Renaissance. C'est la révélation d'un protocole diplomatique si secret et sexuellement explicite qu'il resta enterré dans les archives les plus confidentielles d'Europe. Un protocole qui transforma Lucrèce Borgia, fille du pape, veuve 2 fois par assassinat politique, de victime en prédatrice politique. Voici l'histoire de comment une nuit de sexe officiellement documentée devint la fondation d'un empire. Comment 3 mots murmurés par un chancelier royal, des mots qui vous feront comprendre pourquoi cette femme fut simultanément la plus crainte et la plus désirée de son époque, changèrent à jamais le cours de l'histoire italienne. Préparez-vous. Ce qui s'est passé en cette aube défiera tout ce que vous croyez savoir sur le pouvoir, le sexe et la politique à la Renaissance. Sentez-vous déjà cette adrénaline couler dans vos veines? Si ce premier aperçu des secrets les plus interdits de l'histoire vous a laissé le cœur battant, imaginez ce qui suit. Likez si vous voulez que nous continuions à déterrer ces protocoles sexuels qui changèrent le cours des empires. Et voici l'excitant. Dans les commentaires, écrivez le nom de cette reine, duchesse ou courtisane dont vous avez toujours voulu connaître les secrets les plus intimes. Celle qui apparaîtra le plus sera la protagoniste de notre prochaine vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche, car ces archives confidentielles ne sont partagées qu'avec notre confrérie secrète. Prête à devenir complice de la vérité historique la plus explosive? L'année 1502 marquait l'apogée du pouvoir papal des Borgia en Europe. Rodrigo Borgia, connu sous le nom de pape Alexandre VI, avait consolidé son influence grâce à un réseau d'alliances matrimoniales qui transformèrent ses enfants en pièces stratégiques sur l'échiquier politique italien. Dans ce contexte explosif, Lucrèce Borgia représentait bien plus qu'une noble. Elle était l'incarnation vivante de la diplomatie sexuelle de la Renaissance. L'Italie se trouvait fragmentée en États rivaux, où chaque mariage aristocratique fonctionnait comme un traité international. Les duchés de Ferrare, Milan, Naples et les États pontificaux maintenaient un équilibre précaire qui dépendait d'alliances scellées dans les alcôves royales. Le mariage n'était pas une romance, c'était une guerre politique exécutée entre draps de soie. La maison d'Este de Ferrare avait désespérément besoin de légitimité dynastique. Hercule d'Este, duc régnant, avait parié l'avenir de sa lignée sur cette alliance avec les Borgia. Son fils, Alphonse d'Este, héritier direct du duché, deviendrait l'instrument d'une stratégie qui transcendait l'amour. Assurer la survie politique de Ferrare face aux pressions de la France, de l'Espagne et des autres États italiens. Le 30 décembre 1501, les négociations matrimoniales avaient conclu avec des termes spécifiques qui révélaient la nature transactionnelle de l'union. La dot de Lucrèce s'élevait à 100 000 ducats d'or, une somme astronomique équivalente au budget annuel de villes entières. Mais le véritable prix de cette alliance se paierait lors de la nuit de noces. Les documents diplomatiques de l'époque révèlent l'existence de protocoles secrets pour valider les mariages aristocratiques. La consommation n'était pas simplement intime. Elle requérait une confirmation officielle pour garantir la légitimité légale de l'union. Ce système transformait la première nuit matrimoniale en un acte public déguisé en privé, où diplomates, chanceliers et témoins attendèrent des résultats qui détermineraient le destin des nations. Le 2 février 1502 n'était pas une date choisie au hasard.
Elle coïncidait avec la fête de la purification de la Vierge, un symbolisme catholique qui ajoutait une dimension religieuse à l'événement politique. Cette synchronisation temporelle transformait la consommation en un rituel sacré et profane simultanément, où le divin et le charnel fusionnaient pour créer une légitimité dynastique absolue. Lucrèce Borgia arriva à Ferrare en portant le poids de 2 mariages précédents qui s'étaient terminés en tragédie politique. À 22 ans, sa beauté, documentée par Pietro Bembo comme rare et extraordinaire, contrastait violemment avec une réputation forgée dans le sang et la conspiration. Son premier époux, Giovanni Sforza, avait été humilié publiquement par des accusations d'impuissance avant de fuir pour sauver sa vie. Le second, Alphonse d'Aragon, gisait mort par strangulation dans les appartements du Vatican, victime des jeux de pouvoir des Borgia. Cette femme qui franchissait désormais les seuils du château Estance n'était pas une fiancée innocente. Elle était une survivante qui avait appris à naviguer dans les eaux traîtresses de la politique italienne en utilisant chaque arme à sa disposition. Intelligence, sensualité et une compréhension létale de la manière de transformer la vulnérabilité en force. Sa stratégie de survie sexuelle avait évolué jusqu'à devenir un art politique qui défiait les conventions de l'époque sur le pouvoir féminin. Alphonse d'Este représentait tout l'opposé des précédents époux de Lucrèce. À 25 ans, il possédait une masculinité robuste qui se manifestait tant dans son physique imposant que dans son caractère pragmatique. Sa réputation en tant que militaire, ingénieur et artilleur le distinguait des courtisans raffinés mais faibles qui peuplaient les cours italiennes. Il travaillait de ses propres mains dans sa fonderie personnelle, forgeant des canons qui symbolisaient son approche directe du pouvoir. Son talent musical exceptionnel révélait une sensibilité artistique qui coexistait avec sa nature pratique. Cette combinaison de force physique, d'habileté technique et de raffinement culturel le rendait le candidat parfait pour exécuter le protocole de légitimation dynastique conçu par son père. Alphonse n'avait pas besoin de feindre la virilité. Il la possédait naturellement. L'intersection de ces 2 personnalités créait une chimie explosive. Lucrèce, maîtresse dans l'art de la survie politique par la séduction stratégique, se confrontait à un homme dont la puissance ne requérait pas de démonstration théâtrale. Alphonse, de son côté, reconnaissait en sa nouvelle épouse non seulement un trophée politique, mais une alliée dont l'expérience en navigation courtisane complétait son propre pragmatisme militaire. La rencontre romantique inattendue à Bentivoglio le 31 janvier avait révélé une attraction authentique qui transcendait les considérations politiques. Cet élément d'authenticité émotionnelle ajouterait une dimension imprévue au protocole diplomatique sur le point d'être exécuté, transformant un acte calculé en une expérience qui combinerait passion réelle et stratégie politique. La procession triomphale qui conduisit Lucrèce à travers les rues pavées de Ferrare cet après-midi du 2 février avait été méticuleusement orchestrée comme un prélude théâtral au véritable spectacle qui aurait lieu derrière les portes closes du château Estance. Tandis que les citoyens acclamaient son arrivée, observant le défilé de sa robe française doublée d'hermine et le collier de diamants et rubis qui ornait son cou, des forces invisibles se mobilisaient déjà dans les couloirs palatins pour documenter chaque détail de ce qui allait se produire. Isabelle d'Este, la belle-sœur rivale qui avait rencontré Lucrèce à peine la veille à Malalbergo, avait positionné stratégiquement son chancelier personnel aux abords des appartements ducals. Cette manœuvre n'était ni hasardeuse, ni issue du protocole ordinaire. Elle représentait l'exécution d'un plan d'espionnage diplomatique conçu pour obtenir des informations intimes qui pourraient servir de monnaie politique sur l'échiquier complexe des alliances et inimitiés définissant les relations entre les maisons nobles italiennes. Le symbolisme religieux de la date choisie ajoutait des dimensions sacrées et profanes à l'événement sur le point de se dérouler. La fête de la purification de la Vierge Marie transformait cette nuit en une paradoxe théologique, où la sainteté et la sexualité fusionnaient pour créer une légitimité dynastique. Cette synchronisation temporelle n'était pas fortuite. Chaque élément du protocole avait été calculé pour maximiser l'impact politique et social de la consommation matrimoniale. Les appartements ducals avaient été préparés selon des traditions, combinant un luxe ostentatoire avec une fonctionnalité diplomatique. Les rideaux de velours cramoisi ne procuraient pas seulement de l'intimité. Ils créaient une atmosphère théâtrale, transformant l'alcôve en scène où se jouerait le drame politique le plus important de la décennie. Les candélabres d'argent,
projetait des ombres dansantes sur des tapisseries flamandes, narrant des histoires de conquêtes militaires et d'alliances dynastiques, rappel visuel du but ultime de la cérémonie sur le point d'être exécutée. L'arrivée d'Alphonse aux appartements marqua le début d'une séquence d'événements que les deux protagonistes avaient mentalement répétés. Leur rencontre romantique préalable à Bentivoglio avait établi une connexion émotionnelle authentique qui devait désormais être canalisée vers des objectifs politiques spécifiques. La transformation d'une attraction spontanée en performance diplomatique requérait une sophistication psychologique que seuls des individus entraînés aux complexités de la politique courtisane pouvaient exécuter avec succès. Le protocole de légitimation dynastique, sur le point d'être mis en œuvre, avait évolué au fil des siècles en réponse aux besoins spécifiques des maisons nobles européennes. La validité légale des mariages aristocratiques dépendait de la confirmation de la consommation physique, mais cette confirmation transcendait la simple vérification intime. Elle fonctionnait comme un certificat de puissance politique garantissant la viabilité reproductive de l'alliance et, par extension, la continuité dynastique des deux maisons impliquées. La présence invisible mais documentée de témoins officiels transformait l'alcôve royale en tribunal où l'on jugeait non seulement la compatibilité physique des époux, mais aussi leur capacité à générer des héritiers légitimes, perpétuant les alliances politiques scellées par le mariage. Cette transformation de l'espace intime en arène publique déguisée révélait la nature fondamentalement transactionnelle des unions aristocratiques de la Renaissance. Lucrèce avait développé, au cours de ses mariages précédents, une compréhension létale de l'utilisation de la sexualité comme outil de survie politique. Son expérience avec Giovanni Sforza, dont l'impuissance documentée avait abouti à une humiliation publique et une annulation matrimoniale, lui avait enseigné que la performance sexuelle masculine servait d'indicateur de légitimité politique. L'assassinat ultérieur d'Alphonse d'Aragon avait confirmé que la vulnérabilité dans l'alcôve royale se traduisait directement en vulnérabilité politique mortelle. Cette accumulation d'expériences traumatiques avait forgé chez Lucrèce une stratégie de survie sexuelle, la transformant de victime en architecte de son propre destin. Son approche de la nuit de noces avec Alphonse d'Este n'était pas celle d'une fiancée naïve, mais celle d'une survivante ayant appris à naviguer dans les eaux traîtresses où la politique et la sexualité fusionnaient en un jeu mortel de pouvoir et de survie. Alphonse, de son côté, comprenait parfaitement les implications politiques de sa performance matrimoniale. Sa réputation d'homme viril capable contrastait dramatiquement avec les déficiences des précédents époux de Lucrèce, mais cet avantage naturel requérait une démonstration publique pour devenir une monnaie politique efficace. Le protocole de consommation multiple avait été conçu spécifiquement pour créer une preuve irréfutable de sa puissance dynastique. L'exécution de ce protocole transformait l'acte intime en performance diplomatique où chaque moment de passion fonctionnait comme une déclaration politique. La documentation officielle de la consommation multiple n'était pas du voyeurisme courtisan, mais un enregistrement légal protégeant tant Alphonse contre de futures accusations d'inadéquation que Lucrèce contre des tentatives d'annulation matrimoniale pouvant servir de prétexte à son élimination physique. Les moments initiaux de la rencontre matrimoniale révélèrent la chimie authentique surgie entre les époux lors de leur rencontre préalable à Bentivoglio. Cette attraction genuine fournissait la base émotionnelle nécessaire pour exécuter le protocole diplomatique sans que la performance paraisse mécanique ou artificielle. La capacité des deux protagonistes à combiner passion réelle et objectifs politiques calculés démontrait le niveau de sophistication psychologique requis pour naviguer avec succès dans les complexités de la politique matrimoniale de la Renaissance. La première consommation se déroula avec une intensité qui surprit même les participants. La combinaison d'attractions physiques authentiques, de tensions politiques accumulées et de compréhension mutuelle des implications historiques du moment créa une expérience transcendant à la fois la simple satisfaction charnelle et l'exécution pure d'obligations dynastiques. Cette fusion d'éléments émotionnels, physiques et politiques établit le modèle qui se répéterait tout au long de la nuit. L'enregistrement de la seconde consommation par le chancelier d'Isabelle d'Este révélait la précision avec laquelle chaque aspect du protocole de légitimation dynastique était surveillé.
Cette documentation ne constituait pas une violation de la vie privée, mais l'accomplissement d'obligations diplomatiques transformant l'alcôve royale en extension de la salle des traités où se négociaient les alliances internationales définissant l'équilibre de pouvoir dans la péninsule italienne. La troisième et définitive consommation représenta la culmination d'un rituel politique ayant transformé deux individus en symboles vivants d'une alliance qui redéfinirait la carte géopolitique de la Renaissance italienne. La documentation officielle de cette consommation finale fournit la preuve irréfutable requise pour valider légalement le mariage et, par extension, l'alliance politique entre les maisons Borgia et d'Este. La réaction d'Alphonse durant cette nuit révélait non seulement sa puissance physique naturelle, mais aussi sa compréhension intuitive du rôle qu'il jouait dans la construction de la légitimité dynastique. Sa capacité à maintenir une performance sexuelle constante sous la pression de l'observation diplomatique démontrait une force psychologique complétant parfaitement sa réputation de militaire et de leader politique. Lucrèce, de son côté, déploya durant cette nuit l'ensemble des compétences de survie politique qu'elle avait développées à travers des expériences traumatiques antérieures. Sa capacité à transformer la vulnérabilité en pouvoir, en utilisant sa propre sexualité comme bouclier protecteur contre de futures menaces politiques, établit un précédent historique redéfinissant définitivement les règles du jeu matrimonial aristocratique. La documentation détaillée de ces événements par le chancelier officiel créa un registre historique fonctionnant comme un certificat de légitimité dynastique pendant des décennies ultérieures. Cette preuve documentaire protégeait tant la validité légale du mariage que la réputation politique des deux époux contre de futures tentatives de déstabilisation ou d'annulation pouvant servir de prétexte à des interventions militaires ou diplomatiques hostiles. La nuit du 2 février 1502 établit ainsi un nouveau paradigme dans la diplomatie matrimoniale de la Renaissance, où la consommation multiple documentée officiellement devint le standard pour valider des alliances dynastiques d'importance géopolitique critique. Ce protocole transforma l'alcôve royale en tribunal de légitimité politique, où la performance sexuelle déterminait la viabilité de traités internationaux. L'aube du 3 février trouva deux individus transformés durant la nuit en architectes d'une nouvelle réalité politique. Leur succès dans l'exécution du protocole de légitimation dynastique avait créé une base solide pour l'alliance Borgia d'Este qui influencerait l'équilibre de pouvoir italien durant les décennies suivantes, démontrant comment la sexualité utilisée stratégiquement pouvait devenir l'outil diplomatique le plus puissant de l'arsenal politique de la Renaissance. Les réverbérations de cette aube transformante s'étendirent bien au-delà des murs du château Estense, créant des ondes sismiques qui altérèrent de manière permanente le paysage politique de la Renaissance italienne. Le protocole de légitimation dynastique, exécuté avec succès par Lucrèce et Alphonse, avait établi un précédent qui redéfinirait les attentes diplomatiques pour les futures alliances matrimoniales aristocratiques, transformant la consommation multiple documentée en standard d'or de validation politique. La documentation officielle générée par le chancelier d'Isabelle d'Este fonctionna comme un certificat d'authenticité protégeant immédiatement l'alliance Borgia d'Este contre les tentatives de déstabilisation. Les rivaux politiques qui avaient parié sur l'échec de cette union se trouvèrent désarmés face à une preuve irréfutable de sa légitimité, les obligeant à recalibrer leur stratégie de confrontation contre une alliance démontrant à la fois force politique et viabilité reproductive. Les effets les plus immédiats se manifestèrent dans la transformation radicale de la position de Lucrèce au sein de la hiérarchie courtisane ferraraise. Son succès dans l'exécution du protocole matrimonial l'avait instantanément convertie d'étrangère, tolérée en élément indispensable à la stabilité dynastique de la maison d'Este. Cette métamorphose politique la protégeait contre de futures conspirations d'élimination physique, car sa mort entraînerait désormais une déstabilisation catastrophique de l'alliance soutenant l'équilibre de pouvoir régional. Alphonse, simultanément, avait consolidé sa réputation de leader capable d'honorer des engagements politiques sous pression extrême. Sa performance durant la nuit de noces avait démontré non seulement une puissance physique, mais une force psychologique le distinguant favorablement d'autres héritiers dynastiques dont les faiblesses avaient abouti à des humiliations publiques et des annulations matrimoniales déstabilisatrices. Cette confirmation de sa capacité de leadership renforça sa position en tant que successeur indiscutable au duché de Ferrare.
La rivalité entre Lucrèce et Isabelle d'Este, initiée lors de leur première rencontre à Malalbergo, s'intensifia exponentiellement après la confirmation du succès matrimonial de sa belle-sœur. Isabelle, habituée à dominer la vie courtisane en tant que prima donna incontestée, se confrontait désormais à une compétitrice dont la légitimité dynastique nouvellement établie menaçait sa suprématie culturelle et politique. Cette tension générerait des conflits persistants durant des décennies, se manifestant en batailles subtiles pour l'influence, transformant la cour ferraraise en champ de guerre psychologique. L'impact géopolitique de l'alliance validée s'étendit immédiatement aux relations internationales entre les États italiens. La France, l'Espagne et les autres puissances régionales furent obligées de reconnaître que l'Union Borgia d'Est avait créé un bloc politique consolidé altérant fondamentalement les équations de pouvoir péninsulaires. Cette réalité força des recalibrations stratégiques influençant négociations diplomatiques, alliances militaires et traités commerciaux durant les années subséquentes. La question de la légitimité de la première grossesse de Lucrèce acquit une importance critique lorsque, le 5 septembre 1102, elle donna naissance à une fille qui naquit morte après des convulsions durant l'accouchement. Cette tragédie, suivie par le développement d'une fièvre puerpérale menaçant sa vie, généra des spéculations sur si l'enfant avait été conçu durant la nuit de noces ou lors de rencontres antérieures. La chronologie exacte de la grossesse devint sujet d'analyse obsessionnelle par des diplomates et chroniqueurs comprenant les implications politiques de déterminer la paternité avec précision absolue. Les complications médicales vécues par Lucrèce durant cet accouchement initial révélèrent les tensions physiques et psychologiques accumulées durant des mois de navigation en eau politique traîtresse. Sa survie à la fièvre puerpérale, souvent considérée comme mortelle à l'époque, fut interprétée par les observateurs contemporains comme preuve d'une force exceptionnelle, validant son aptitude en tant que consorte dynastique, capable de produire des héritiers viables pour perpétuer l'alliance politique. La récupération de Lucrèce de ses complications médicales marqua le début d'une nouvelle phase dans son évolution en tant qu'architecte politique. L'expérience d'affronter une mortalité potentielle durant l'accouchement avait renforcé sa compréhension que la survie dans le monde aristocratique requérait une diversification des stratégies de protection. Cette réalisation la conduisit vers le développement de connexions émotionnelles alternatives fonctionnant comme police d'assurance contre une future vulnérabilité politique. L'affaire que Lucrèce établirait ultérieurement avec Francesco de Gonzaga, marquis de Mantoue et époux de sa rivale Isabelle d'Este, représenta la culmination logique de sa stratégie de survie sexuelle. Cette relation, initiée environ 1 an après son mariage avec Alphonse, démontra sa capacité à utiliser des connexions intimes comme outil de protection politique et de vengeance simultanée. Le choix de l'époux d'Isabelle comme cible romantique révéla une sophistication psychologique transformant une rivalité personnelle en avantage stratégique. La documentation historique de cette relation extramatrimoniale illustre comment Lucrèce avait perfectionné son habileté à naviguer dans des loyautés romantiques multiples sans compromettre sa position politique primaire. Sa capacité à maintenir discrètement l'affaire avec Francesco, tout en préservant son mariage avec Alphonse, démontra une maîtrise magistrale de la diplomatie sexuelle, l'établissant comme maîtresse incontestée dans l'art d'utiliser des relations intimes pour construire des réseaux de protection politique. Les lettres échangées entre Lucrèce et Francesco, découvertes des siècles plus tard, révélèrent la profondeur émotionnelle authentique développée au sein de cette relation stratégique. Cette preuve documentaire démontra que sa capacité à combiner calcul politique et connexion émotionnelle genuine transcendait la simple manipulation, représentant une évolution sophistiquée de survie lui permettant de trouver satisfaction personnelle au sein de relations servant simultanément des objectifs politiques. L'impact de cette relation sur Isabelle d'Este fut dévastateur tant sur les plans personnels que politiques. La découverte de l'infidélité de son époux avec sa rivale la plus haïe représenta une humiliation transcendant le personnel pour devenir une défaite politique minant son autorité en tant que leader culturel de la région. Cette vengeance indirecte démontra que Lucrèce avait appris à utiliser les armes de ses ennemis contre eux-mêmes. La longévité de l'affaire entre Lucrèce et Francesco, qui perdura plusieurs années, établit un précédent dans la diplomatie sexuelle de la Renaissance où les relations extramatrimoniales aristocratiques fonctionnaient comme extension de politique internationale.
Cette innovation dans l'utilisation stratégique de connexions romantiques multiples influença les pratiques d'autres maisons nobles, adoptant des approches similaires pour diversifier leur réseau de protection politique. Les enfants légitimes que Lucrèce produisit finalement avec Alphonse d'Este consolidèrent définitivement sa position en tant qu'élément indispensable de la stabilité dynastique ferraraise. Chaque naissance réussie renforçait la validité de l'alliance originale et fournissait une preuve supplémentaire que le protocole de légitimation exécuté durant la nuit de noces avait accompli ses objectifs de créer une base reproductive solide pour la continuité politique des deux maisons. L'évolution de Lucrèce de victime de circonstances politiques à architecte maîtresse de son propre destin représenta une transformation redéfinissant les possibilités disponibles aux femmes aristocratiques dans le contexte politique de la Renaissance. Son succès à utiliser la sexualité stratégique comme outil de survie et de pouvoir établit un modèle étudié et imité par des générations ultérieures de nobles féminines, affrontant des défis similaires de navigation en environnements politiques hostiles. La documentation historique générée par la nuit de noces du 2 février 1502 et ses conséquences ultérieures créa un archive documentaire fournissant aux historiens futurs une preuve détaillée sur le fonctionnement réel de la diplomatie matrimoniale de la Renaissance. Cette documentation révéla l'écart existant entre les narrations romantiques populaires sur les mariages aristocratiques et les réalités politiques brutales, définissant ces unions comme transactions stratégiques conçues pour consolider le pouvoir et assurer la survie dynastique. Le legs ultime de cette nuit transformante transcenda les biographies individuelles de ses protagonistes pour établir des précédents influençant l'évolution des institutions matrimoniales aristocratiques durant les siècles ultérieurs. Le protocole de légitimation développé par les Borgia et d'Este devint un modèle utilisé par d'autres maisons nobles, reconnaissant l'efficacité de combiner validation sexuelle et documentation diplomatique pour créer des alliances politiques inattaquables. La mort éventuelle des principaux protagonistes ne diminua pas l'impact historique de leurs innovations en diplomatie sexuelle. Leurs descendants héritèrent non seulement de titres et territoires, mais aussi de méthodologies sophistiquées pour utiliser le mariage et la sexualité comme outils de construction et de préservation de pouvoirs politiques, continuant à influencer les pratiques aristocratiques durant des générations ultérieures. La transformation de Lucrèce Borgia de victime en victorieuse représente l'un des exemples les plus documentés de l'histoire européenne de comment une femme put surmonter des circonstances apparemment impossibles pour construire une sécurité et un pouvoir durable. Son succès démontra que même dans des contextes politiques brutalement restrictifs pour les femmes, l'intelligence stratégique combinée au courage personnel pouvait générer des opportunités pour réécrire les règles du jeu et créer de nouvelles possibilités de survie et de triomphe. Cette révélation sur le protocole diplomatique le plus secret de la Renaissance ne représente que la surface d'un océan de mystères enfoui dans les archives confidentielles de l'aristocratie européenne. Ce que vous venez de découvrir sur Lucrèce Borgia et sa transformation de victime en architecte politique démontre que l'histoire officielle a systématiquement occulté les stratégies les plus létales utilisées par des femmes puissantes pour survivre et triompher dans des mondes brutalement hostiles. Chaque document historique exhumé de l'oubli révèle de nouveaux secrets sur la manière dont les reines, duchesses et courtisanes les plus intelligentes d'Europe développèrent des codes sexuels fonctionnant comme des armes géopolitiques. Les protocoles de légitimation dynastique, les consommations multiples documentées, les liaisons stratégiques qui renversèrent des empires, tout cela fait partie d'un système clandestin que les élites aristocratiques utilisèrent pendant des siècles pour redistribuer le pouvoir, en utilisant les alcôves royales comme champs de bataille. Saviez-vous que Catherine de Médicis développa un protocole de séduction diplomatique qui lui permit de contrôler 3 rois français simultanément? Ou qu'Anne Boleyn utilisa des techniques de manipulation sexuelle si sophistiquées qu'elle parvint à fracturer l'Église catholique anglaise pour créer sa propre religion dynastique? Que Isabelle de Castille exécuta une consommation matrimoniale avec Ferdinand d'Aragon qui fut documentée par 5 chanceliers différents pour valider l'unification de l'Espagne. Ces secrets sont restés enfouis parce qu'ils révèlent des vérités inconfortables sur le fonctionnement réel du pouvoir en Europe. Les femmes les plus réussies de l'histoire n'étaient pas des victimes passives des circonstances politiques.
Elles étaient des stratèges létales qui utilisaient chaque arme disponible, y compris leur propre sexualité, pour réécrire les règles du jeu aristocratique. Si cette histoire vous a fasciné, si vous sentez que vous avez enfin trouvé le type de contenu historique qui révèle des vérités interdites plutôt que de répéter des narrations aseptisées, alors vous avez besoin d'un accès exclusif aux archives complètes de Secrets de la Chambre royale. Chaque vidéo exhume des documents historiques authentiques qui exposent les protocoles sexuels utilisés par la royauté pour construire et détruire des empires. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour devenir membre de notre communauté secrète d'enquêtrices historiques. Rejoignez des milliers de femmes qui ont décidé de connaître les stratégies réelles utilisées par nos ancêtres les plus réussis pour survivre et triompher à des époques où l'erreur signifiait la mort. La prochaine révélation exposera comment Marie-Antoinette utilisa des codes sexuels pour manipuler la cour de Versailles pendant des années avant sa chute. Ne manquez pas un seul secret qui pourrait changer à jamais votre perspective sur le pouvoir féminin.